Imagine un peu le scénario. Tu viens de fêter tes 65 ans. Tu as charbonné dur pendant plus de 4 décennies. Tu as payé tes impôts, élevé ta petite famille, enchaîné les boulots et suivi le script de la société à la lettre. Et là, c'est le grand moment. L'heure de la retraite a sonné. Tu t'assois face à ton conseiller financier pour faire le bilan. Il ouvre tes comptes sur son écran. Il scrute les chiffres. Puis il te lance ce regard. Tu sais, ce mélange gênant de pitié et de malaise. Le chiffre qui résume toute ta vie s'affiche. 88 400 $. C'est tout. C'est tes seules munitions pour survivre potentiellement 30 ans de retraite. La Sécu va aider, c'est sûr, mais on parle d'une moyenne de 1 900 $ par mois. En grignotant tes économies, tu arrives péniblement à 2 200 $ mensuels pour payer le loyer, la bouffe, la santé, la bagnole, tout quoi. Le calcul mental démarre et la panique monte. Est-ce que je peux garder ma maison? Vais-je devoir squatter chez mes gosses? Et quand il y aura plus rien, je fais quoi? Ce n'est pas un film d'horreur hypothétique, les amis. C'est la réalité brutale pour le retraité américain médian, ici et maintenant. La moitié des gens proches de la ligne d'arrivée ont moins de 88 400 $ de côté. Et beaucoup n'ont absolument rien. Le néant. Aujourd'hui, je vais vous révéler le vrai visage de la retraite, pourquoi les chiffres sont bien pires que ce qu'on imagine et ce qui différencie ceux qui finissent tranquilles de ceux qui sombrent dans l'angoisse financière. Une partie de ce que je vais vous dire va piquer un peu, mais affronter la réalité, c'est le premier pas pour changer son destin. Commençons par les datas que les banques cachent soigneusement dans leurs pubs. La Réserve fédérale scanne les finances tous les 3 ans, nous donnant la vision la plus nette de la richesse des ménages américains. Et les dernières données dévoilent une crise majeure, camouflée juste sous notre nez. Pour les chefs de famille, entre 55 et 64 ans, l'épargne médiane est d'environ 134 000 $. Ça veut dire que la moitié des foyers dans leur dernière ligne droite ont moins que ça en banque. Et pour beaucoup, c'est dramatiquement plus bas. Une fois la barre des 65 à 74 ans passée, la médiane s'effondre à 88 400 $. Cette chute libre arrive parce que les gens brûlent leurs économies dès le début, laissant la Sécu devenir leur seule bouée de sauvetage. Mais attention, ces chiffres médians masquent une réalité encore plus cruelle. La moyenne d'épargne semble beaucoup plus élevée, car une poignée de riches fait exploser le score vers le haut. Quand la moyenne est à 400 000, mais la médiane à 88 000, ça te dit que la majorité a des miettes, pendant que quelques élus nagent dans l'or. Les 50% les plus pauvres, entre 55 et 64 ans, n'ont quasiment aucune épargne. Pas juste peu d'économies, on parle de zéro pointé. Ils devront tout miser sur la Sécu, la charité familiale, ou bosser jusqu'à ce que mort s'en suive. Laissez-moi traduire ces stats en mode vie réelle pour que vous compreniez l'enfer. Avec 88 400 $ et la règle de retrait safe de 4%, tu tires environ 3 536 $ par an. Ça fait 295 $ par mois. Ajoute les 1900 balles de la Sécu. Et ton revenu total plafonne péniblement à 2 195 $ mensuels. 26 340 $. Voilà le chiffre qui tombe comme un coup près. C'est le budget annuel pour survivre, sachant que le seuil de pauvreté fédéral pour une personne seule frôle déjà les 15 000 $. Alors techniquement, le retraité médian n'est pas dans la misère noire selon les stats officielles, mais il danse dangereusement au bord du précipice. Une seule urgence médicale, une seule tuile à la maison et c'est le game over financier. Plus aucun filet de sécurité. Ce n'est absolument pas la fin heureuse que des décennies de grève acharnée devaient garantir. Et pourtant, c'est le scénario cauchemar que vivent la plupart des Américains. Mais attendez, regardez bien ces chiffres, car le vrai problème est encore plus terrifiant. Ils représentent la génération actuelle, ceux qui jouaient encore en mode facile comparé aux jeunes d'aujourd'hui. La plupart de ces vétérans ont fait carrière à une époque bénie où les pensions étaient garanties. Leur patron, assuraient leur revenu à vie. L'immobilier, c'était abordable, pas un boss final impossible à battre. Ils avaient la stabilité, restant dans la même compagnie pendant des lustres, sans démarrer l'aventure avec le boulet de la dette étudiante au pied. Mais pour nous, tous ces bonus passifs sont en train de disparaître les uns après les autres. Les pensions, remplacées par des plans 401K qui transfèrent tous les risques sur le dos du joueur. Le coût du logement a explosé, laissant les salaires loin derrière dans la poussière. La stabilité de l'emploi a fondu et les frais de santé sont devenus des monstres incontrôlables. La génération qui part maintenant avec ses 88 000 $ médians avait le vent dans le dos. La génération suivante, elle se prend un ouragan en pleine face. Sans un changement radical de stratégie, cette crise des retraites va passer de difficile à infernale. Laissez-moi vous disséquer le bug dans la matrice, là où tout part en vrille pour la majorité. Parce que comprendre où se trouve le piège, c'est la seule façon de le désamorcer. Le premier point de rupture, ne jamais lancer la partie. L'arme la plus pétée du jeu, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Un joueur qui investit 300 balles par mois dès ses 25 ans écrasera littéralement celui qui met 600 balles
à 45 ans. C'est mathématique. Le premier profite de 40 ans de magie des intérêts composés. Le second, il essaie de rattraper un train qui a déjà 20 ans d'avance. Le drame, c'est que la plupart attendent la trentaine pour se réveiller. La vingtaine passe à la trappe. Lifestyle, dette et ignorance totale des règles du jeu financier. Chaque année de retard vous coûte une fortune exponentielle, car ce sont les premières années qui génèrent les plus gros cris de rendement. Imaginez, quelqu'un qui met juste 200 $ de 22 à 30 ans, puis arrête tout, aura plus d'or dans son coffre à 65 ans que celui qui cravache de 40 à 65 ans. 10 ans d'investissement précoce battent à plate couture 25 ans d'efforts tardifs. Ça semble illogique, comme un glitch, jusqu'à ce qu'on comprenne la puissance dévastatrice de l'effet cumulé. Deuxième point de rupture, l'effondrement de l'épargne en milieu de partie. Beaucoup commencent fort dans la vingtaine, puis plus rien. Le vide sidéral pendant la trentaine et la quarantaine. Les enfants débarquent, on achète la maison de rêve. Le train de vie gonfle comme un slime géant et engloutit tout le budget. Les contributions retraite, mise en pause le temps de gérer les factures qui s'empilent. Mais cette pause dure souvent trop longtemps. Quand on reprend, on a sacrifié une décennie de croissance légendaire. Le rattrapage devient alors une quête de rang S, quasi impossible à valider. Troisième échec critique, piller son propre trésor trop tôt. En changeant de job, beaucoup encaissent leur compte retraite au lieu de le transférer. Grosse erreur. Le cash immédiat est tentant, comme un loot facile, mais c'est un piège mortel. Le véritable coup reste invisible, tapi dans l'ombre comme un assassin silencieux. Prenez un bleu de 28 ans qui encaisse son compte retraite de 15 000 $ en changeant de job. Il ne perd pas juste son or, oh que non. Une fois que le fisc et les pénalités ont pris leur part du butin, il ne lui reste que 10 000 $ en poche. Une misère. Mais le plus tragique, c'est qu'il vient de sacrifier ce que ces 15 000 $ seraient devenus après 37 ans de croissance. Avec 8% de rendement, c'est un trésor de guerre de plus de 250 000 $ qui s'évapore. Et pourtant, les stats sont effrayantes. Environ 40% des travailleurs commettent cette erreur fatale en changeant de guilde. Ce simple comportement détruit des centaines de milliards de richesses potentielles. C'est un massacre financier à grande échelle. Le quatrième point de rupture, l'illusion arrogante qu'on pourra rattraper le retard plus tard, comme dans un jeu vidéo. Celui qui veut se retirer à 65 ans avec 500 000 $ et qui commence sa quête à 25 ans n'a besoin d'épargner que 285 $ par mois. Mode facile. Mais celui qui lance la même quête à 45 ans, le prix explose à 1 200 $ par mois. C'est presque impossible de quadrupler. Son taux d'épargne à la fin de la quarantaine. Les dépenses sont figées, les chaînes sont lourdes. Le style de vie est cristallisé. Croire au rattrapage miracle est une erreur catastrophique qui mène droit au game over. Le cinquième point d'échec concerne les choix d'investissement désastreux chez ceux qui tentent pourtant d'épargner. Beaucoup laissent leur or dormir sur des fonds basiques qui ne rapportent que 2 ou 3% par an. Une stratégie de débutant. Sur des décennies, la différence entre 3% et 8% est abyssale, c'est un tout autre monde. Celui qui investit 400 $ par mois pendant 35 ans à 3% accumule environ 295 000 $. Les mêmes contributions à 8%, elles se transforment en une montagne de 870 000 $. Juste le choix de l'investissement crée un fossé de 575 000 $. C'est démentiel. Les deux joueurs ont épargné la même chose. L'un finit roi avec le triple de la richesse, simplement parce qu'il a su faire travailler son argent correctement. Laissez-moi vous révéler la technique secrète qui sépare les gagnants de ceux qui finissent avec 88 400 $. Le premier secret, c'est l'automatisation précoce. Le cheat code ultime. Les riches de demain activent le prélèvement automatique avant même de développer des goûts de luxe. L'argent est téléporté de leur salaire vers leur compte retraite, avant même qu'ils ne puissent le voir. Ils construisent leur vie avec ce qui reste, au lieu d'essayer d'épargner les miettes à la fin du mois. Ceux qui finissent avec des clopinettes comptent sur l'épargne manuelle, la pire stratégie. Ils se disent qu'ils vireront l'argent quand ils pourront. Spoiler, ils ne peuvent jamais se le permettre. L'intention reste un rêve, car la régularité demande une volonté de faire que peu de gens possèdent. Le deuxième secret, c'est le taux de contribution. Les futurs retraités sereins ont mis de côté 15 à 20% de leurs revenus toute leur vie, sans faillir. Ceux qui finissent avec 88 000 $, ils ont péniblement épargné 5% ou moins. La différence entre 5 et 15% semble minime sur une année. Mais sur 30 ans, c'est la différence entre 200 000 et plus de 600 000 $. Un écart titanesque. Le troisième secret, c'est la stratégie d'investissement. Les gagnants gardent leur sang-froid et une allocation d'actifs solide. Ils ne paniquent pas quand le marché tremble. Ils ont un portefeuille diversifié et laissent le temps faire sa magie. Les perdants, eux, multiplient les erreurs critiques.
Ils vendent tout quand le marché crache, ils gardent tout en cash par peur, comme des noobs. Ils misent tout sur une seule action qui ne décolle jamais. C'est l'échec assuré. C'est pas juste la taille du butin qui compte, c'est le skill. Le quatrième boss final à abattre, c'est la gestion de la dette. Les joueurs de rang S entrent dans l'endgame léger comme l'air, s'enchaînent, à part peut-être un petit crédit IMO. Mais ceux qui quittent le donjon avec 88 400 $ en poche traînent encore des boulets aux pieds, voiture, carte de crédit et prêt sur valeur domiciliaire, la totale. Ces paiements, c'est comme un saignement continu qui drêle leur point de vie financier destiné à la survie. Le cinquième facteur, c'est le véritable cauchemar de tout aventurier, la santé. Les retraités sereins ont compris que c'est le mob le plus coûteux de la map. Ils ont farmé leur compte épargne santé comme des forcenés pendant leurs années actives. Ils ont étudié les options médicaires comme si c'était un grimoire de magie sacrée. Un couple qui log out aujourd'hui doit lâcher environ 315 000 $ juste pour se soigner pendant sa retraite. Pour quelqu'un avec seulement 88 400 balles. Dans son inventaire, les frais médicaux vont bouffer tout le stock en moins de 10 ans. Game over. Allez, on zoome sur la réalité brutale d'un PNJ classique avec une épargne typique. Voici Margaret, niveau 66, 92 000 $ en banque et une allocation mensuelle de 1847 $. Son mari a respawn dans l'autre monde il y a plusieurs années, la laissant affronter la vie en mode solo. Chez Con, c'est stats mensuels. La sécu lui file 1847 $. Elle tire environ 300 balles de son coffre, revenu total 2147 $. Son loyer pour un petit studio lui coûte 875 balles, plus 285 pour l'assurance santé. 180 pour la bouffe, 210 pour l'énergie et le téléphone, 125 pour sa caisse, 95 d'assurance et d'essence, 187 pour les potions, les médicaments non remboursés, et environ 190 pour tout le reste du bazar. Total des dégâts, 2147 $ pile. Margaret a zéro marge de manœuvre. Nada. Walou. Chaque pièce d'or est dépensée avant même d'arriver. Le moindre glitch dans la matrice crée une catastrophe. Quand sa voiture a demandé 1100 $ de réparation l'hiver dernier, elle a dû zapper ses médocs un mois entier pour payer. Quand son frigo a rendu l'âme, elle a dû mettre le nouveau sur une carte de crédit qu'elle rembourse encore aujourd'hui. Et quand son petit-fils a fini le lycée, pas de cadeau légendaire, faute de budget. Officiellement, Margaret n'est pas pauvre selon les stats du serveur, mais elle vit sur le fil du rasoir, un survival horror quotidien où il faut choisir entre manger et se soigner. C'est ça la retraite moyenne en Amérique. L'ironie cruelle, c'est que de petits ajustements de gameplay, au début de sa quête, auraient pu débloquer une fin totalement différente. Juste 200 balles de plus épargnées par mois, de ses 30 à 65 ans, aurait fait grimper son butin à 350 000 $ au lieu de 92 000. Ces 258 000 $ supplémentaires auraient plus que doublé son revenu mensuel. Une masterclass ratée. Mais Margaret jouait à l'aveugle. Personne ne lui a expliqué les règles du jeu. Le futur semblait lointain. Le présent l'écrasait. L'épargne est restée un rêve inaccessible. Le fossé entre une retraite galère et la belle vie ne demande pas un revenu de roi démon. Ça demande des combos spécifiques maintenus avec une discipline de fer au fil du temps. Prenons deux joueurs qui gagnent tous les deux 55 000 $ par an toute leur carrière. L'un met 5% dans son coffre avec un bonus patronal de 3%. L'autre, plus malin, met 15% avec le même bonus. Après 35 ans de grind à 8%, le premier a environ 470 000 $. Mais le deuxième, il trône sur un trésor d'1 080 000 $. Même salaire, même bonus, mais un destin royalement différent. Une simple différence d'attitude et boum, un écart colossal de 610 000 $. Ces 15% de gagnants qui mettent 10% de côté, ça fait 460 $ par mois, 15 balles par jour. La différence entre une retraite royale et la galère totale, c'est littéralement le prix d'un bento à midi. Ce cadrage quotidien nous révèle une vérité qui frappe fort. L'abîme entre les gagnants et les perdants ne se creuse pas sur les sacrifices héroïques. C'est le résultat de petits choix, grindés jour après jour pendant des décennies. Le type qui prépare sa gamelle et investit la différence, il est en train de level up sa retraite sans le savoir. C'est juste que, sur le moment, il ne voit pas encore sa barre d'expérience monter. Si tu regardes ça et que tu te vois glisser vers la bad ending à 88 400 $, respire. La magie marche dans les deux sens. Commence à lâcher tes 15 $ aujourd'hui et tu changes instantanément ta ligne de destin. Plus tu commences tôt dans ta run, plus l'impact est dévastateur. Mais même au niveau 50, tu peux encore sauver la partie. Imagine un joueur, niveau 50, inventaire vide. Il commence à investir 500 $ par mois à 7%. À 65 ans, il a 127 000 $. C'est 40% de plus que le PNJ moyen. Ajoute la sécu et un petit boulot à côté, et soudain, tu débloques des options que le type à zéro n'aura jamais.
Allez, je te donne le guide stratégique selon ton niveau actuel. Si t'es dans la vingtaine ou début trentaine, t'as l'item le plus cheaté du jeu, le temps. Lance la quête maintenant. Prends tout le loot que ton patron te donne en abondance. Chaque année, augmente ta contribution d'1%. Grimpe jusqu'à 15%. C'est ça, le grind. Investis dans des fonds indiciels à bas coût. La stratégie méta, simple et efficace. Et surtout, touche pas au trésor. Peu importe si la boutique te fait de l'œil avec du cash immédiat. Fin trentaine, quarantaine, t'as du retard sur le boss de fin? Passe en mode tryhard agressif. Coupe les dépenses inutiles. Si ça t'apporte pas de buff réel, ça dégage. Dès que tu passes le niveau 50, max tes contributions de rattrapage, à fond. Repousse la fin du jeu si tu peux. Chaque année de travail, c'est du mana en plus et moins d'années à survivre sur tes réserves. Si t'es à la cinquantaine avec les poches vides, là, va falloir faire des choix brutaux. Sauver 20 à 25% de ton revenu, c'est peut-être ta seule issue. Bosser jusqu'à 70 ans devient probable. Peut-être même changer de base pour un truc plus petit. Retarder la sécu jusqu'à 70 ans booste tes stats de 8% par an. C'est un bonus passif énorme. Peu importe ta position actuelle sur la carte, une seule règle domine ce monde. L'action aujourd'hui éclate la théorie parfaite de demain. Le joueur moyen n'a pas fini avec 88 000 balles à cause de décisions stupides. Il a fini là parce qu'il a lagué. Il a repoussé l'échéance. Le fameux « je commence au prochain patch » est devenu « j'aurais dû jouer il y a 10 ans » et le game over est arrivé. Apprendre que la moyenne se traîne à 88 400 $, ça déclenche deux types d'aura. Il y a ceux qui s'enflamment et changent de build immédiatement, et il y a ceux qui abandonnent en se disant que si tout le monde échoue, le jeu est truqué. Ce mode fataliste, c'est compréhensible, mais c'est une erreur de noob. Un résultat moyen, c'est pour un comportement moyen. Change ton gameplay, tu changes ta fin. Regarde les top rankers. Le quartile supérieur a accumulé plus de 500 000 $. Le top 10%, il dépasse le million. Des monstres. Et le pire, ils n'ont pas des revenus magiquement plus élevés que les autres. Ils ont juste une discipline de fer maintenue sur des décennies de jeu. L'écart entre 88 000 et 500 000, c'est pas ton salaire. C'est la constance, les priorités et le temps. Ces trois voies légendaires restent accessibles à tous ceux qui débloquent ce savoir avant le game over de la retraite. Toi qui regardes cette vidéo, le système te place face à un choix crucial. Vas-tu accepter la bad ending du citoyen lambda ou briser tes chaînes, changer tes stats et te forger un destin de roi? Mais attention, ce n'est pas un choix unique, genre pilule rouge ou pilule bleue. C'est une quête journalière. Chaque petite décision s'accumule comme de l'expérience pour créer deux réalités totalement opposées. Ce café hors de prix que tu achètes au lieu de le préparer toi-même comme un chef, cette voiture que tu changes pour frimer alors que l'ancienne roulait encore parfaitement, baisser ta garde sur l'épargne ou laisser ton or dormir sans le faire travailler, c'est du gâchis. Ces micro-choix, répétés des milliers de fois, creusent un fossé titanesque. La différence entre un maigre butin de 88 400 $ et un trésor de 500 000 $. Le retraité moyen n'a pas choisi de finir avec 88 400 balles en poche. Il a juste laissé ses habitudes pourries dicter ses stats, jour après jour, jusqu'à ce résultat médiocre. Sur le coup, chaque dépense semblait inoffensive, mais le résultat final, une catastrophe critique. Comprendre cette mécanique cachée, c'est la première étape de ton éveil. Tu ne peux pas atteindre le niveau max par accident. La richesse, ça ne tombe pas du ciel. Tu dois jouer différemment de la masse de PNJ qui finit avec ses 88 400 $. Sois le protagoniste. Si tu as 25 ans et que tu changes de stratégie maintenant, tu pourrais finir avec 5 fois le trésor moyen, une classe S assurée. Même celui qui regarde ça à 40 ans, en changeant son build maintenant, peut encore doubler ou tripler la mise. Et même à 55 ans, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir et sauver la partie. Le seul véritable échec, c'est de connaître la soluce et de refuser d'agir. Ça, c'est impardonnable. 88 400 $, c'est le prix du mode par défaut. Ce n'est pas forcément ton futur. Ce que tu feras demain et chaque jour après décidera si tu deviens une légende ou si tu restes juste une simple statistique dans le décor.